Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons évidemment parler du budget Le Cornu, mais aussi de l'enfumage du PS, de l'arnaque qu'est le Rassemblement national, de notre budget alternatif et nous parlerons évidemment aussi de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, de Gaza et du scandale d'État autour de Tracfin et du député Carlos Martins Bilongo. Générique. Alors cette semaine, nous avons commencé l'examen du budget Le Cornu, d'abord en commission et ce vendredi en séance. On continuera samedi et toute la semaine prochaine à examiner d'abord le budget de l'État, puis à partir du 4 novembre, le budget de la sécurité sociale. Vous savez, il y a deux budgets, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Et à chaque fois, nous examinons d'abord les recettes, ce qui va rentrer dans les caisses de l'État, puis ensuite nous parlons des dépenses, ce que nous ferons donc un peu plus tard. Donc, nous sommes en train de l'examiner et évidemment, c'est une catastrophe absolue et il faut que chacun et chacune, vous puissiez partout aller répéter les horreurs qu'il y a dans ce budget pour diaboliser ce que le gouvernement Le Cornu et Emmanuel Macron essayent de faire payer aux Français, c'est-à-dire une politique faite pour les plus riches et les multinationales depuis 8 ans qui a appauvri notre pays, qui est en train de le détruire et dont maintenant il présente l'addition au peuple de France. Il y a par exemple dans ce budget, évidemment, vous avez entendu 7 milliards d'économies sur la santé, mais aussi il y a le doublement des franchises médicales, une taxe sur les 13 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques, notamment de cancer, qui vont se voir taxer jusqu'à 850 € par an. Il y a une baisse de toutes les prestations sociales, notamment les allocations familiales, mais aussi par exemple l'allocation pour enfants décédés. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire des économies sur une chose aussi douloureuse que doivent vivre des parents que lorsqu'un enfant décède pour leur baisser l'allocation, pour faire des coupes budgétaires sur ces familles qui sont endeuillées. Il y a par exemple une taxe sur les apprentis qui va leur prendre 50 € par mois. Il y a là aussi un gel des APL, donc une baisse des APL pour des millions de locataires et notamment une suppression totale des APL pour les étudiants étrangers. Il y a d'autres mesures xénophobes qui viennent directement du Rassemblement national. Par exemple, le fait que maintenant on prenne 200 € en plus lorsque quelqu'un demande une naturalisation et 100 € en plus lorsqu'on demande un simple titre de séjour. Donc juste le fait de le demander va être plus taxé et on pourrait continuer avec toutes les horreurs qu'il y a dans ce budget. Évidemment, les riches sont épargnés puisque contrairement à ce que nous demandions, c'est-à-dire la taxe Zuckman qui était l'impôt minimum à 2% sur le patrimoine des plus riches, un impôt plancher, eh bien, ils font un impôt de 2% sur les holdings, mais avec tellement d'exceptions que 95% de la fortune des milliardaires de ce pays est exemptée, c'est-à-dire n'est pas concernée par cette taxe qui est faite sur les holdings. Et juste pour vous dire, dans le budget Le Cornu, on demande 2 fois moins de contributions aux plus riches de ce pays que ce qu'il y avait dans le budget Barnier-Bayrou l'année dernière, et c'était déjà fort peu qu'on leur demandait. Donc, autant vous dire que ce budget est une catastrophe, et d'ailleurs, l'OFCE vient de sortir une étude la semaine dernière qui montre que cela mènera à une catastrophe pour le pays et que c'est un budget qui est dangereux car cela va diviser la croissance par 2 du pays et emmener la France dans une spirale récessionniste, notamment en baissant la consommation populaire, mais en baissant aussi l'investissement dans l'activité réelle et notamment dans les entreprises. Bref, c'est une catastrophe absolue et nous menons la bataille à l'Assemblée pour les contrer. Alors, il s'est passé quelque chose en commission mercredi soir à 2 h du matin, lorsque le budget est voté en commission, donc la première partie, celle sur les recettes, il s'est passé quelque chose d'inédit. Parce que le seul groupe qui a voté pour le budget, c'est le groupe EPR, vous savez, le cœur de la Macronie, celui qui est présidé par Gabriel Attal. Ses 2 alliés, Horizon, le groupe d'Édouard Philippe, et le Modem, le groupe de Bayrou, eux, se sont abstenus. Lyot s'est aussi abstenu. Le groupe de la droite républicaine, donc de Wauquiez, lui, a voté contre. Le RN a voté contre. Les socialistes ont voté contre. Les écologistes ont voté contre. Les communistes ont voté contre. Et nous, évidemment, les insoumis, nous avons voté contre. Cela veut dire, à l'échelle de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a que 92 députés sur 577 qui ont voté en faveur du budget.
Autant vous dire que nous sommes à peu près sûrs en séance, où nous repartons du texte initial, que nous sommes à peu près sûrs que la partie 1 du budget va être rejetée, donc celle sur les recettes, et que donc nous n'examinerons même pas les dépenses, puisque nous n'aurons fait rentrer aucun argent, et que donc tout se jouera ensuite dans la fameuse commission mixte paritaire entre 7 députés et 7 sénateurs, dans lequel les macronistes et la droite ont une majorité, pour pouvoir réécrire le budget qu'ils veulent. Et sinon, ils ont le 49.3 suprême, c'est-à-dire l'ordonnance qui leur permet de faire passer le budget sans aucun vote et même sans possibilité d'avoir un recours au Conseil constitutionnel, car c'est considéré comme un texte réglementaire. Autant vous dire que l'enfumade de « on arrête avec le 49.3 » est vraiment une arnaque absolue. Et je rappelle que Sébastien Lecornu est à lui tout seul un 49.3 puisqu'il refuse qu'on puisse voter sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur lequel, et dans le pays et dans l'Assemblée, il reste toujours une très large majorité. Alors là-dedans, le Parti socialiste, qui se vantait d'avoir eu une grande victoire sur le budget, que les socialistes comparent à la plus grande victoire qu'aient eu les mobilisations populaires depuis 2006, et la victoire contre le contrat première embauche. Je rappelle que c'est les mouvements de jeunesse qui avaient empêché que ce texte puisse s'appliquer contre ce contrat première embauche, et qu'à l'époque, c'était sous un certain monsieur De Villepin que cette victoire avait été arrachée. Bon, entre-temps, le Parti socialiste oublie de dire que les mobilisations sociales avaient gagné des victoires très fortes en vidant le contenu de son texte des lois El Khomri, qui ont en fait été reprises par Emmanuel Macron juste après par les ordonnances travail, qui étaient la suite de ce qu'avait tenté de faire le Parti socialiste à l'époque. Mais comme c'était sous François Hollande, ils le mettent sous le tapis opportunément. Et ils oublient de dire que, par exemple, en 2019, les mobilisations populaires très fortes avaient empêché la retraite à points. Vous savez, cette retraite tombola, où on vous demande de cotiser toute votre vie, vous gagnez des points, mais vous ne savez pas à la retraite combien vont rapporter vos points en termes de niveau de pension de ce que vous aurez à la retraite. Et donc, selon les moments, si on veut faire des économies sur les retraites ou non, eh bien, on baisse la valeur du point. Et donc, c'est la retraite tombola sur laquelle nous avions gagné et nous avons fait reculer le gouvernement. Je le dis parce que une des premières choses que le Parti socialiste a obtenu avec son faux arrêt de la réforme des retraites, je vais y revenir, c'est d'abord qu'il y ait une conférence sociale qui a été annoncée par Lecornu sur la retraite par capitalisation et la retraite par points. Vraiment, chapeau les artistes. Donc, ils ont réouvert cette question de détruire le système de retraite par répartition. Première chose. Deuxième chose, Emmanuel Macron leur a mis un coup très dur cette semaine, puisqu'il était en Slovénie, et en Slovénie, il dit tout tranquillement, ce n'est pas une abrogation, ce n'est pas une suspension, c'est un décalage dans le temps, et donc c'est juste décalé dans le temps, mais la retraite à 64 ans s'appliquera quand même avec un petit décalage pour une génération, la génération née en 1964. Donc tout ce qu'on vous raconte sur les 3,5 millions de personnes qui seraient impliquées, je ne sais quoi, est absolument faux, puisque d'ici à l'élection présidentielle, ce sont au maximum 700 000 personnes qui seraient concernées par le décalage dans le temps de la réforme des retraites, en gagnant 3 mois par rapport à la manière dont la réforme Borne devait s'appliquer. Je rappelle qu'avec une abrogation, ils auraient gagné 9 mois, puisque ça ne serait plus 62 ans et 9 mois, mais 62 ans, ce qui est l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et nous, vous le savez, nous sommes pour la retraite à 60 ans. Donc, d'abord, décalage dans le temps qui concerne très peu de personnes. Mais là, commencent à arriver les embrouilles de plus en plus fortes et l'arnaque se dévoile petit à petit. D'abord parce que le gouvernement, sentant monter la pression, tout le monde expliquait au Parti socialiste qu'il s'était fait rouler dans la farine, puisque si on passait par ordonnance, c'était le texte initial qui s'appliquait, même si le Parlement avait modifié des choses au cours de l'examen. Donc, comme il voulait discuter par amendement du faux arrêt, du décalage dans le temps de la réforme des retraites, alors il n'y aurait pas eu dans des ordonnances, il n'y aurait pas eu ce décalage dans l'âge de départ à la retraite. Donc, le gouvernement a annoncé sur pression des socialistes une lettre rectificative. Et là, de nouveau, le Parti socialiste a crié à la grande victoire. Or, dans la lettre rectificative, qu'est-ce qu'on apprend? D'abord que ce décalage dans le temps, et ça Emmanuel Macron l'avait dit, se fait sur des économies qui doivent se faire de manière supplémentaire. Donc les économies supplémentaires se font sur les retraités, alors qu'il y a déjà dans le budget pour 17 millions de retraités la sous-indexation des retraites pendant 4 ans, donc le fait qu'on n'indexe pas les pensions sur l'inflation, donc une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Donc
elle se fait sur les retraités et elle se fait aussi sur les complémentaires santé, c'est-à-dire sur les mutuelles, où vous allez avoir les prix des mutuelles qui vont augmenter. Voilà comment est financé cela. Alors évidemment, les syndicats, mais aussi le PS, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le gage. Bon, c'est ça de se faire enfumer et de refuser de censurer un gouvernement. Mais il y a même mieux que cela. C'est qu'en fait, quand je vous ai dit 700 000 personnes sont concernées, la génération née en 1964, eh bien c'est faux. Parce qu'au départ, le Cornu disait que cette mesure coûterait 400 millions d'euros pour l'année prochaine, le fait de décaler dans le temps pour une génération. Or, dans la lettre rectificative, il est dit que ça coûte seulement 100 millions d'euros. Alors, où sont passés les 300 millions d'euros que ça devait coûter en plus? Eh bien, je vous le donne en mille. Il se trouve que la manière dont est rédigée la lettre rectificative fait que tous ceux qui ont des carrières longues, c'est-à-dire qui ont commencé à travailler avant 21 ans, qui représentent généralement entre 20 et 25% d'une génération née en 1964, donc entre 20 et 25% des gens qui auraient dû être concernés par le fait de faire 3 mois en moins, eh bien, ne sont pas concernés par cette mesure. Or, c'est souvent eux qui font le travail le plus pénible, ce sont souvent eux qui sont les moins bien payés dans la société, et donc qui se retrouvent avec aucun décalage comme c'est prévu pour les autres. Donc, le coût, si je résume, de la grande victoire du Parti socialiste, la plus grande victoire sociale selon eux depuis 2006, c'est 17 millions de retraités qui vont voir leur pension baisser pendant 4 ans. C'est les carrières longues et certains régimes spéciaux qui ne sont pas concernés par cette mesure, même lorsqu'ils sont nés en 1964. C'est les malades qui vont être taxés et notamment les malades qui ont des maladies chroniques, notamment le cancer. C'est le doublement des franchises médicales avec des franchises sur les lunettes, avec des franchises sur les fauteuils, bref, tout un nombre de franchises qui vont faire payer encore plus des Français et des Françaises qui peinent déjà à se soigner, notamment avec les déserts médicaux, mais aussi avec des soins qui sont aujourd'hui trop chers. C'est une baisse de prestations sociales pour toute la population, avec des choses qui sont inhumaines, comme le gel de la prestation pour enfants décédés. Voilà ce qu'est la grande victoire du Parti socialiste. Bref, absolument rien. Et là, le Parti socialiste commence à se réveiller en disant que selon comment ça se passe ce week-end, il pourrait peut-être censurer dès la semaine prochaine ce gouvernement. Eh bien, il fallait y penser avant. Et nous avions raison de dire qu'il fallait censurer maintenant le Cornu et son gouvernement, parce que derrière, ils leur permettent de continuer les pires politiques de malheur. Et dans leur pire politique de malheur, ils ont un allié de poids qui s'appelle le Rassemblement national. Et ce que nous avons vu en commission, ce n'est pas comme l'année dernière où nous gagnions beaucoup de choses au point que nous avions fait un budget qui était Nouveau Front Populaire compatible. C'est-à-dire que nous avions ramené au moins 40 milliards de recettes dans les caisses. Nous avions fait, nous, voter la taxe Zuckman sur un amendement insoumis qui avait été adopté, puisqu'à l'époque, le Rassemblement national s'abstenait. Eh bien là, ce qu'on observe, c'est que le Rassemblement national vote main dans la main avec les macronistes pour refuser la taxe Zuckman, pour refuser le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour refuser de supprimer la flat tax, pour refuser d'augmenter les contributions des grandes entreprises ou encore augmenter les contributions exceptionnelles des hauts revenus. Bref, le Rassemblement national, sans aucune surprise, vote avec la Macronie pour protéger le budget de malheur de Le Cornu et empêcher les plus riches de participer à l'effort du pays et donc de contribuer plus dans le pays. Donc, ce que nous voyons en commission, c'est que nous n'arriverons pratiquement rien à gagner. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un problème de cohérence chez le Rassemblement national, parce qu'il faut quand même s'interroger sur un parti qui dit qu'il veut prendre et gouverner le pays, de s'interroger pourquoi il y a 6 mois, il s'abstenait sur la taxe Zuckman et aujourd'hui, il vote contre. Donc, ils ont un problème de cohérence qui est évident. Mais il y a plus que ça. Il y a la présentation qui a été faite cette semaine du contre-budget du Rassemblement national. Et alors là, on tombe sur des choses très intéressantes. Alors, le Rassemblement national joue avec les macronistes à qui sera le plus sérieux dans le concours Lépine des coupes budgétaires. Donc, d'un côté, vous avez les macronistes qui veulent faire une 40aine de milliards de coupes budgétaires. Eh bien, le Rassemblement national, lui, propose de faire 60 milliards de coupes budgétaires. Alors, dans quoi est-ce qu'il coupe? Il démantèle toutes les grandes agences de l'État. C'est ce que font Trump, Milei en Argentine, bref, l'extrême droite un peu partout dans le monde. C'est ce qui ensuite nous empêche de pouvoir avoir une prévisibilité, notamment face à l'incertitude du dérèglement climatique. Et je le dis à un moment où, par exemple, dans le Val d'Oise, nous venons d'avoir une tornade exceptionnelle qui a coûté la vie à un jeune ouvrier de 23 ans. Et donc, nous avons absolument besoin des agences de l'État.
Donc, il démantèle tout ça. Ensuite, il baisse les subventions aux associations, considérant que les associations ne servent à rien. Je rappelle que les associations ont manifesté il y a peu pour dire ça ne tient plus, pour dire non seulement nous sommes attaqués dans nos libertés associatives, le contrat d'engagement républicain et autres entraves à la liberté associative qui sont faites, mais en plus de ça, nous n'avons plus les moyens de mener nos missions à bien. Et notamment, ils ont alerté sur le fait qu'il y a 90 000 suppressions d'emplois qui sont en cours dans le secteur associatif, c'est-à-dire un plan de licenciement absolument silencieux car il se fait dans des petites unités un peu partout dans le pays. Or, les associations sont bien souvent celles et ceux qui permettent à des millions de gens de tenir encore debout dans ce pays. Donc, ils baissent les subventions aux associations. Ensuite, ils disent qu'ils transforment, mais en fait, ils suppriment complètement l'aide médicale d'État. Vous savez, cette aide médicale d'État qui permet de soigner les personnes étrangères dans ce pays. Or, par exemple, un pays comme l'Espagne l'avait fait, ils ont dû revenir en arrière parce que le résultat, c'est qu'un microbe n'en a que faire de savoir quel est le statut administratif de telle ou telle personne. Juste, il se passe entre des personnes. Et donc, le résultat, pourquoi l'Espagne est revenue en arrière, c'est parce que cela rendait plus de gens malades et qu'ils les récupéraient à l'hôpital quand la maladie était encore plus grave et que donc, à la fin, ça coûtait plus cher aux finances publiques. Bref, c'est une idée absolument xénophobe, mais surtout absolument absurde. Ensuite, ils coupent 5 milliards dans les collectivités. Ça va être pratique pour eux pour se présenter aux élections municipales, d'expliquer qu'il faut encore faire moins pour les communes. Et surtout, ils proposent de faire 20 milliards de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, ce que ne cesse de faire Emmanuel Macron depuis des années et qui mène au désastre, c'est-à-dire des suppressions d'emplois, des délocalisations, une désindustrialisation de la France. Voilà ce que propose le RN. Mais surtout, et c'est très drôle à voir, il se trouve que Marine Le Pen a expliqué qu'ils prenaient la copie de Le Cornu pour la corriger. Donc, ils disent ce qu'ils enlèvent, ce qu'ils rajoutent, bon voilà. Donc, ils enlèvent des choses, par exemple, ils disent qu'ils suppriment la non-indexation des retraites pendant 4 ans pour les 17 millions de retraités, ils chiffrent ça, bon très bien. Et ensuite, ils donnent les mesures absurdes là que je vous ai données. Mais alors, quand on rentre dans le détail, c'est très drôle, parce qu'il y a des choses du budget Le Cornu qu'ils ne disent pas enlever. Donc, s'ils disent qu'ils ne l'enlèvent pas et qu'ils ne le chiffrent pas, ça veut dire qu'ils ne l'enlèvent pas. Donc, par exemple, vous serez ravis d'apprendre que l'extrême droite est d'accord pour baisser l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, mais aussi la prime d'activité. Qu'ils sont d'accord pour baisser l'allocation pour jeunes enfants décédés. Qu'ils sont d'accord pour le doublement des franchises médicales, qu'ils n'ont pas enlevé du budget de la sécurité sociale. Qu'ils sont d'accord pour les 7 milliards d'économies sur la santé, de coupes sur la santé. Qu'ils sont d'accord pour supprimer à 60 000 apprentis l'aide pour passer le permis de conduire. Ou qu'ils sont aussi d'accord pour supprimer 4 600 postes de professeurs dans ce pays. Voilà la réalité de l'extrême droite. L'extrême droite, non seulement change d'avis tous les 6 mois sur ce qu'ils devraient faire dans leur programme. Donc, une fois, ils sont pour la retraite à 62 ans et abroger la retraite à 64 ans. Mais ils veulent s'allier avec les ciotistes qui, eux, sont pour la retraite à 67 ans. Et ils veulent aussi s'allier avec ceux qui, de la droite, proposent la retraite à 65 ou 66 ans. Bref, ils n'ont aucune idée sur rien. Donc, ils changent d'avis au fur et à mesure que le temps passe. Mais en plus de cela, le RN est le meilleur allié des riches. Et c'est donc l'assurance vie du système. Et donc, nous devons impérativement continuer à nous battre à la fois contre la Macronie, mais aussi contre le Rassemblement national que nous devons renverser. Et donc, la seule alternative qu'il reste, la seule politique économique qui est en rupture avec ce que fait la Macronie, c'est celle que nous proposons. C'est le budget 2026 que nous avons proposé pour une bifurcation écologique et sociale qui, elle, change complètement de logique. C'est-à-dire, au lieu de faire des cadeaux aux plus riches et aux multinationales, de répartir l'effort, de faire un partage des richesses, d'aller chercher l'argent là où il le faut, ce qui nous permet d'avoir 183 milliards de recettes et de l'autre côté 167 milliards de dépenses. Donc nous voulons dépenser plus pour répondre aux besoins, que ce soit les besoins écologiques, les besoins sociaux, les besoins en termes de santé des gens. Dans ces mesures, vous trouverez par exemple le renforcement de la production française d'énergie renouvelable pour être à la hauteur du dérèglement climatique avec qui coûte 10,6 milliards d'euros par an, augmenter le SMIC dans ce pays qui coûte là aussi 1,6 milliard d'euros, rémunérer davantage des fonctionnaires et en recruter plus 22 milliards
milliards d'euros. Et à chaque fois, nous finançons ces mesures par à la fois la taxe Zuckman, une taxe sur les multinationales pour qu'ils payent réellement les impôts des bénéfices réalisés en France. Nous rétablissons un ISF avec un volet climatique qui rapporterait 15 milliards d'euros. Nous faisons un impôt sur les super-héritages qui rapporterait là aussi 10 milliards d'euros. La taxe Zuckman rapporte 20 milliards et la taxe sur les multinationales rapporte, elle, 26 milliards d'euros. Bref, de l'argent, il y en a dans ce pays. Il suffit juste de changer complètement de logique et d'arrêter avec une politique qui ne produit que du malheur et qui a mené à l'échec absolu de ce qui se passe dans notre pays. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, le record absolu de défaillance de petites et moyennes entreprises. C'est directement le bilan d'Emmanuel Macron. Voilà avec quoi nous proposons de rompre. Et je vous le dis, nous menons la bataille dans le budget, mais vu le pacte qu'il y a entre les macronistes et le RN, nous n'arriverons pas à battre ce budget. Et donc, la seule solution qu'il reste, c'est à la fois de censurer le cornu et surtout de faire partir Macron, car notre objectif reste toujours le départ du président de la République. Ensuite, je voulais continuer avec un scandale dont vous n'avez absolument pas entendu parler à la télévision, alors que vous aviez entendu parler du scandale précédent. Je vous explique. En mai 2023, Carlos Martins Bilongo, qui est député de la France Insoumise, passe sur tous les médias pour se faire salir pendant des heures et des heures. Il sort son livre et le même jour où il sort son livre, il est accusé à la fois de blanchiment d'argent, mais aussi de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux, à hauteur de 200 000 euros d'argent qui aurait été volé ou non déclaré selon ce qu'il disait. Donc, pendant des jours et des jours, Carlos Martins Bilongo était sur tous les médias, c'est-à-dire qu'il parlait de lui à chaque fois pour lui dire qu'il devait démissionner, qu'il était un voleur, qu'il était un fraudeur, bref, des choses qui sont extrêmement salissantes et qui ont mené 2 ans après 2 ans d'enquête préliminaire, à un classement sans suite pour absence d'infraction. Absence d'infraction. Cela veut dire que le dossier est tombé complètement. Il se trouve que l'alerte venait de Tracfin. Vous savez, c'est la cellule de renseignement français qui est rattachée au ministère de l'économie, et Tracfin, donc qui est censé traquer justement les délinquants financiers. C'est eux qui ont lancé l'alerte et qui a été opportunément donnée à la presse. Or, ce que révèle une journaliste d'investigation dans un journal qui s'appelle L'Informé en ce début de semaine, c'est que, en fait, ce signalement Tracfin, d'habitude, tous les signalements Tracfin donnent lieu à des choses qui ont une réalité, qui donnent lieu à effectivement des poursuites derrière parce qu'il y a des choses. C'est une des rares procédures menées par Tracfin, si ce n'est la seule depuis au moins 10 ans, qui a donné lieu à classement sans suite avec absence d'infraction. Et ce que révèle cette journaliste d'investigation est gravissime. Elle révèle que Tracfin, qui normalement ne peut pas s'auto-saisir sur le cas d'une personne, doit être saisi par quelqu'un, que Tracfin a monté un faux dossier contre Carlos Martins Bilongo sur demande d'une puissance étrangère, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis. Et elle explique que les Émirats Arabes Unis ont demandé à Tracfin de monter un faux dossier contre Carlos Martins Bilongo parce qu'il était à l'époque co-rapporteur d'une mission parlementaire sur la COP27 et COP28, donc il faisait son travail parlementaire, et que dans ce travail parlementaire, il a émis des critiques contre les Émirats Arabes Unis. Et donc, suite à cela, c'est à partir de là qu'il a été traîné dans la boue, absolument sali, pour expliquer qu'il a été un fraudeur. Évidemment, aucun média n'a expliqué que l'enquête s'était soldée par un non-lieu et qu'elle s'était arrêtée avec absence d'infraction. Et cette fois-ci encore, aucun média ne souhaite parler de ce scandale qui est gravissime. Il est gravissime parce que ça veut dire que n'importe quel député dans une mission parlementaire, cela dépasse même la France insoumise, que n'importe quel député dans une mission parlementaire pourrait ensuite se voir ainsi avoir des éléments qui sont instrumentalisés contre lui et avoir une chasse à l'homme qui est faite partout dans le pays, je parle médiatique évidemment, parce que il aurait critiqué telle ou telle politique étrangère. Donc c'est extrêmement grave. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'il n'y a aucune réaction, ni du Premier ministre, ni du gouvernement, ni de la présidence de l'Assemblée, alors que cela veut dire que le service de renseignement français sous la tutelle du ministère de l'économie a été infiltré par une puissance étrangère qui peut ainsi réclamer des enquêtes contre les uns et les autres, les faire fuiter et ainsi mettre à mal la réputation d'un homme, c'est-à-dire Carlos Martins Bilongo. Nous ne les lâcherons pas sur cette question parce que c'est une question trop grave qui entraîne trop de choses sur notre démocratie et sur le respect des droits parlementaires pour que on arrête sur cette question. Et là aussi, il faut faire connaître partout cet article qui a été écrit dans l'Informé. Enfin, 2 derniers points très importants. Le premier, c'est évidemment ce qui s'est passé en ce milieu de semaine sur la Kanaky Nouvelle-Calédonie,
Alors la Kanaky Nouvelle-Calédonie, pour le dire en quelques mots. Donc en 1853, la France prend possession de la Kanaky Nouvelle-Calédonie et à ce moment-là, les historiens estiment qu'il y avait entre 800 000 et 1 million de Kanaks qui se font décimer à la fois par des maladies mais aussi par une répression extrêmement forte, au point que en 1920, il ne restait que 27 000 Kanaks et que suite à cela, la France a mené ce qu'on appelle une politique de colonisation, de peuplement en Kanaky Nouvelle-Calédonie, visant à rendre minoritaire sur leur propre terre le peuple kanak, voire à les éradiquer complètement. Aujourd'hui, la Kanaky Nouvelle-Calédonie compte 41% de Kanaks et d'autres communautés, y compris donc la colonisation de peuplement, s'était fait beaucoup avec le bagne, donc en envoyant à la fois des détenus de droit commun, mais aussi les communards, ceux issus de la révolte kabyle, etc. Et donc, ils ont réussi à faire que les Kanaks soient aujourd'hui minoritaires sur leur propre terre. C'est une histoire très sanglante, à la fois de spoliation de terre. Il y a eu, par exemple, des grandes révoltes, comme la révolte du chef Ataï, dont la France a seulement restitué la tête seulement en 2014, pour vous dire la violence de cette histoire coloniale. Et il se trouve que après des événements, comme c'est appelé en Kanaky Nouvelle-Calédonie, qui sont en fait une guerre civile dans les années 84 à 88, il y a eu les accords de Matignon-Oudinot et les accords de Nouméa en 1988 puis en 1998, qui ont mené à un processus de paix civile où les Kanaks ont fait quelque chose que jamais personne dans le monde n'avait jamais fait, c'est-à-dire ils ont dit nous sommes d'accord pour partager notre droit à l'autodétermination avec ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire, donc les descendants des colons qui avaient été déportés dans le bagne et à qui on avait donné des terres par la suite. Donc, processus qui donnait lieu notamment à 3 référendums d'autodétermination. Les 2 référendums d'autodétermination s'étaient passés dans des conditions tout à fait normales. Et ensuite, fin 2021, 3e référendum d'autodétermination. Un certain Sébastien Lecornu, qui est à l'époque ministre des Outre-mer, décide d'imposer une date contre une des parties, alors que tout le processus de paix civile s'était construit sur le consensus. Il impose une date contre l'avis des indépendantistes et donc les indépendantistes ont décidé de boycotter le 3e référendum et n'en reconnaissent pas la légitimité. Et depuis, la crise est ouverte en Kanaky Nouvelle-Calédonie car l'État a rompu son rôle d'impartialité, c'est-à-dire à la fois d'acteur et d'arbitre de la décolonisation, puisque c'était des accords de décolonisation. Depuis, l'État n'a eu de cesse de faire des passages en force sur le 3e référendum, passage en force en mai 2024 sur le dégel du corps électoral. Et ce passage en force, je ne sais pas, je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce passage en force sur qui fait pays et qui fait peuple, puisque c'est ça l'objet du dégel du corps électoral, qui est évidemment dans le cas d'une colonisation de peuplement où vous avez une puissance coloniale qui essaye de vous rendre minoritaire sur votre propre terre, un enjeu extrêmement important qui avait fait que la Kanaky Nouvelle-Calédonie avait été à feu et à sang en mai 2024, avec 15 morts, dont 12 sont des Kanaks, 2,5 milliards d'euros de dégâts, mais aussi 10 000 emplois salariés qui ont été détruits, et donc une crise politique, mais aussi économique et sociale, au point que les acteurs nous disaient craindre des émeutes de la faim en Kanaky Nouvelle-Calédonie. Eh bien, preuve que ce gouvernement et ce pouvoir n'ont rien appris. De nouveau, cette semaine, ils essayent de passer en force, cette fois-ci sur le report des élections provinciales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les élections provinciales, mais il faut juste dire que avec le report de ces élections provinciales, ils essayent de faire passer en force un accord qui a été, un projet d'accord qui a été signé le 12 juillet de cette année et qui est refusé par les indépendantistes. Or, je le disais, le processus autour des accords de Matignon et de Nouméa a toujours été autour du consensus. Et si l'une des parties n'était pas d'accord, alors il n'était pas possible d'avancer pour construire le destin commun dont parlent souvent les Calédoniens. Et donc, le fait qu'ils veulent repousser encore les élections provinciales en espérant qu'un accord de Bougival soit mis en place qui vise à dégeler le corps électoral, toujours cette même question, eh bien, est un énième passage en force qui risque de nouveau d'embraser la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes
très inquiets de ce passage en force. Donc, nous nous battons de toutes nos forces. Le vote final devrait être la semaine prochaine. Nous avions fait un barrage démocratique parlementaire avec 1600 amendements qui avaient été déposés et ils ont fait comme lors de la loi Duplon, utiliser un 49.3 parlementaire avec ceux qui soutiennent le texte, qui ont déposé une motion de rejet pour pouvoir faire en sorte que nous n'ayons pas une seule minute de débat sur un sujet aussi important, pour ensuite aller magouiller dans la commission mixte paritaire. Et il y aura un texte qui sera probablement examiné mardi, où là aussi, nous continuerons de lancer l'alerte en leur disant « assez de passage en force, il faut revenir à un processus de paix civile et arrêter de jouer ainsi avec la vie des gens, parce que c'est un sujet extrêmement sérieux sur lequel nous parlons. » Et enfin, je veux dire un mot évidemment de Gaza et de la Palestine, parce que malgré la trêve, il y a des alertes très fortes, notamment de l'ONU, sur le fait que la famine ne s'est pas arrêtée à Gaza, que l'aide humanitaire qui rentre est insuffisante à Gaza. Il y a eu des violations du cessez-le-feu qui nous inquiètent énormément, de Netanyahou à la fois au Liban, mais aussi à Gaza, avec des bombardements qui sont responsables de la mort d'au moins 97 Palestiniens depuis la trêve, donc de nombreuses violations du cessez-le-feu. Et nous nous rappelons que les 2 dernières trêves qui étaient en 2025 ont été rompues justement par Israël, qui n'a pas respecté les termes de l'accord. Et il se trouve qu'il vient d'avoir 120 corps de prisonniers palestiniens qui ont été restitués aux Palestiniens et que ces corps montrent des traces de torture, montrent des traces de sévices extrêmement graves, avec parfois l'impossibilité pour les familles et les autorités de pouvoir juste identifier les corps. Et quand vous savez qu'il y a encore 11 000 prisonniers palestiniens et que par ailleurs Israël refuse de libérer ceux qui pourraient être les fédérateurs du peuple palestinien et offrir une issue politique à ce que vit le peuple palestinien, notamment Marwan Barghouti, eh bien, vous comprenez que il y a encore beaucoup de mobilisation à faire, d'autant que la Knesset vient de voter en première lecture le fait que Israël puisse annexer totalement la Cisjordanie, ce qui laisse craindre là aussi le pire. Donc évidemment, il faut continuer plus que jamais la mobilisation. Et je vous invite, si vous l'avez pas vu, à regarder l'épisode de Blast dans lequel discute à la fois Salah Hamouri, avocat franco-palestinien qui est resté détenu plus de 10 ans dans les geôles israéliennes, ainsi que Georges Ibrahim Abdallah, dont je suis fier que les Insoumis aient pris toute leur part dans sa libération, lui qui a passé 40 ans dans les prisons françaises et qui vient de revenir au Liban. Et donc, ils ont une discussion depuis le Liban qui est, je crois, une discussion intéressante pour penser à la fois le passé, le présent et le futur. En tout cas, la mobilisation continue plus que jamais. Excellente semaine à vous.